Webinar is now live. Et voilà. Alors, je pense qu'on est maintenant le live sur Facebook. Wouhou! Donc, bonjour tout le monde. C'est la prise 2 du webinaire de mardi midi. Donc, on a eu des petits problèmes techniques, comme on vous a annoncé. Donc, on est vraiment sincèrement désolé de ça. Par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'on fait une prise 2 aujourd'hui avec Cam Vachon, Coucou! qui est avec nous, et Pierre Villeneuve aussi de Sony. Bonjour. Donc, bonjour à vous deux. Donc, on va laisser le temps aux gens de se connecter sur le webinaire live. Donc, si vous voulez bien nous dire peut-être de quel endroit vous êtes, où vous trouvez, pour qu'on puisse voir un petit peu les gens qui sont présents avec nous. Si je vais Comment voir ça se avec passe mon là, de cell, votre côté? Comment ça se passe de votre côté, la poursuite du confinement, Pierre, puis Cam? Comment vous vivez ça de votre côté, là? Ça se passe bien. Ça nous a permis d'élaborer notre setup de vidéoconférence, Ouais. améliorer les réglages, les webcams, le son, en espérant que ça soit satisfaisant pour tous ceux qui vont nous écouter aujourd'hui. moi, ça se passe bien aussi. J'ai du temps pour travailler sur mes photos en masse. Puis, je prends ça relax. Une petite pause de la vie. Oui, effectivement. Ça donne à temps de faire des photos, hein? Ben oui. Mais moi, en fait, j'ai vraiment pas pris beaucoup de photos avec ma caméra récemment, mais je prends plus de photos avec ma caméra film que je me suis achetée. Je trouve que ça a fait différent, ça m'aide pour ma créativité. Juste regarder le live sur Facebook, voir les commentaires des gens avec mon cell pour vous voir. Oui, effectivement. Ça sonne Québec. Moi, je viens de la Rive-Nord. De la Rive-Nord. Ouais, toi? De la Rive-Sud. Moi, de Trois-Rivières. Et Marie-Pierre, qui est en train de monitorer tous les commentaires sur la page Facebook, vient du Saguenay. Fait je pense qu'on représente pas mal tout le Québec. Il va juste rester la Côte-Nord. Le son est bon. Est-ce que l'écran puis le son, vous le voyez bien? Sur Facebook, si ça pendant la bien. conférence, le son ou l'écran devient médiocre, fais juste le dire dans les commentaires, comme ça on va pouvoir s'ajuster pendant. On est rendu à 150 personnes de connectées. Donc, bonjour à tous. Comme on l'a dit tout à l'heure, si vous pouvez mettre en commentaire là, de quelle région vous venez. S'il y en a jamais qui sont en Antarctique présentement, ben écoutez, levez la main. Hein. Ça peut arriver. Aussi, si vous avez des questions durant la présentation de Cam, vous pouvez le marquer en commentaire sur la page Facebook. Marie-Pierre, qui est notre coordonnatrice, va monitorer toutes les questions, les commentaires et tout. Donc, on va essayer d'y répondre le plus possible, mais bien entendu, là, vu que beaucoup de gens, on va essayer de répondre le plus possible à toutes les questions, mais bien entendu, on ne pourra pas. Donc, s'il y en a beaucoup. Puis aussi, moi, pendant la conférence, je vais essayer de prendre des arrêts fréquents pour vraiment prendre le temps de répondre aux questions. Donc, gênez-vous vraiment pas pendant la conférence pour en poser, qu'on va rendre la chose plus interactive. Tant qu'à parler à mon ordinateur de même tout seul pendant 1 heure, ça serait cool qu'on puisse jaser un peu. Fait que gênez-vous pas. Est-ce que le son marche? J'ai vu un petit pop-up sur mon écran qui a dit que la connexion était instable. Non, je t'entends quand même bien. Oui, le son est correct. Ça risque de peut-être être un petit peu le Wi-Fi. Là. Écoute, on a des gens de France qui sont là. Donc, bonjour à France. Bonjour! Ça bat Gaspé. Il y en a des gens de Gaspé aussi. Laval, Trois-Rivières, Nantes aussi. Wow, deux de France que j'ai vus. Wow, on est diversifiés aujourd'hui. C'est super. C'est cool. Donc, écoutez,
je pense qu'on va commencer, il est 12h02. On a quand même là, beaucoup de choses, Cam. Je pense que tu as préparé beaucoup de choses à présenter aujourd'hui. Fait que peut-être qu'on juste pour une introduction là, sur ce webinaire sur l'Antarctique, donc qui est présenté par Sony. On a aussi avec nous là, en ce moment Pierre Villeneuve qui pourra répondre à vos questions d'ordre peut-être un petit peu plus technique. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions là, tout au long du webinaire. On va essayer d'y répondre le plus possible. Puis, peut-être en guise de... Merci d'être là, Pierre, en passant. Donc, en guise peut-être de présentation calme, d'emblée, je pense que c'est important de dire que tu as fait ce voyage-là en Antarctique là, suite à un concours que tu as gagné. Ouais. Bon, tu es âgé, je ne sais pas si je peux le dire, mais je vais le dire quand même. Donc, tu es âgé seulement 24 ans. Toute jeune. Photographe à tes heures et tu travailles aussi au centre olympique, dis-moi si je me trompe, là, c'est ça, centre olympique. Oui, c'est un centre de sport à Saint-Anne, où est-ce que les athlètes olympiques viennent s'entraîner pour le snow et le ski. Super. Bon, je fais les deux. Tu dois faire des belles photos là-bas aussi. Fait que je vais te laisser comme ça présenter ta conférence, puis je te donne la parole. Écoute, vas-y. Parfait. Puis, si j'ai quand même des questions, on va te les lancer de vive voix. Parfait. Puis, j'ai quand même tendance à parler vite dans la vie. Donc, si je parle vite, puis qu'en plus de ça, le son, l'image coupe, n'hésitez vraiment pas à dire dans le live pour qu'on puisse s'ajuster, pour que tout le monde puisse capter l'information comme il se doit. Donc, je vais juste mettre ma présentation pour que tout le monde puisse la voir. Vous me direz si ça fonctionne. Oui, je la vois. Parce que je m'entends en double. Oui, tout est beau. Voilà. Ah, OK. Fait que vous voyez mon écran? Super. Donc, comme Marie-Claude l'a dit, j'ai 24 ans, puis ça fait environ 2 ans que je fais de la photographie. Puis avant de me lancer vraiment dans mon expédition en Antarctique pour vous montrer mes photos, etc., je voulais un peu vous parler de mon j'ai fait dans les 2 dernières années pour que vous puissiez avoir une meilleure idée d'un peu ce qui m'intéresse en photographie. Moi, je m'intéresse beaucoup à la photographie de voyage, donc tout ce qui a trait au voyage, le portrait, la photographie animalière, l'architecture, le paysage. Donc, une petite photo de moi en Antarctique. Donc voilà, juste pour vous montrer mon travail un peu, c'est un peu le type documentaire, c'est vraiment mon travail préféré, c'est de prendre des gens qui sont dans leur environnement naturel, comme ici à gauche, on a un pêcheur au Vietnam, à droite, un monsieur qui traverse la rue à Hong Kong. Donc j'aime vraiment beaucoup aller chercher des moments de la vie partout à travers le monde. C'est ce qui me passionne vraiment le plus en photographie. Vraiment, comme j'ai dit, les gens qui sont dans leur environnement naturel, ici encore des gens au Vietnam tôt le matin au lever du soleil. Même chose ici, un pêcheur au Vietnam qui vend son poisson sur la rue. Photographie de paysage, ça c'est un voyage que j'ai fait au Pérou environ 3 mois avant de partir en Antarctique. Donc c'était un hiking de 8 jours dans les Andes. J'ai pris ces 2 photos-là, donc vraiment, la photographie de paysage, je trouve que c'est super intéressant à faire. J'aime beaucoup celle de gauche, très minimaliste. J'aime vraiment les photographies aussi minimalistes, il n'y a pas trop d'éléments dans les photos. Est-ce que vous voyez bien les photos, tout le monde? Oui, on voit bien. Oui. Comme vous voyez, j'aime beaucoup photographier les montagnes. Ça, c'est en Patagonie aussi. Et la photographie animalière. Donc là, ici, on est à Terre-Neuve-et-Labrador. À gauche, on a un macareux moine. Puis, à droite, j'allais dire un loup, c'est pas un loup. Donc, ici, du portrait aussi. Donc, je trouve ça vraiment intéressant quand je voyage d'aller à l'encontre des gens. À gauche, c'est un monsieur qui vit au Québec. Donc là, on n'est pas en voyage, on est au Québec. Puis qui possède un musée de squelettes. Donc, c'est assez intéressant. Puis, un drôle de personnage. Puis, à droite, c'est une petite fille qui travaille, mais pas qui travaille, en fait, qui est étudiante dans un organisme à but non lucratif au Pérou. Mon voyage que j'ai fait juste avant l'Antarctique aussi. Donc, avec ça, vous avez plus une petite idée de ce que j'aime en photographie. Donc, vous pouvez comprendre que pour moi, un voyage en Antarctique, c'était un rêve. C'était vraiment quelque chose que je ne pensais pas faire à 24 ans. Mais c'est devenu réalité. Puis, comme Marie-Claude l'a dit, c'est grâce à un concours.
Donc, je vais juste vous expliquer un peu le concours pour que vous puissiez comprendre comment j'ai fait pour aller en Antarctique. Donc, le concours, en fait, c'est organisé par Oceanwide Expeditions. C'est une compagnie qui fait des voyages d'expédition en Antarctique. Puis, eux, dans le fond, pour leur 25e anniversaire, ils faisaient tirer un voyage d'expédition de 10 jours en Antarctique. Puis, tout ce qu'il fallait faire, c'était de s'inscrire au concours pour, à la suite, ramasser des votes pour pouvoir gagner le voyage. Donc, moi, quand j'ai vu ça, j'ai vraiment vu une opportunité. Puis, je me suis dit, pourquoi pas participer? Donc, j'ai participé, puis le concours, il durait environ 1 mois. Donc, j'avais 1 mois pour aller ramasser le plus de votes possible de la façon que je voulais. Donc, à ce moment-là, j'ai aussi présenté un de mes projets parce que je ne voulais pas juste aller en Antarctique pour mon plaisir personnel. Je voulais y aller pour documenter le changement climatique avec mes photos, puis revenir au Québec, faire des conférences dans les écoles primaires pour présenter mes photos, puis parler aux jeunes des enjeux environnementaux d'aujourd'hui. Donc, avec ce projet-là et le concours, après 1 mois, j'ai ramassé environ 15 000 votes, ce qui a fait en sorte que j'ai gagné le concours, puis j'ai pu aller en Antarctique. Puis du moment où j'ai gagné, il reste encore 6 mois avant de quitter. Donc, j'étais vraiment excitée. Là, c'est une petite vidéo de moi à Météo Média, une petite vidéo de moi qui passe à la radio. Donc, j'ai vraiment comme envoyé mon concours et mon projet dans les médias pour vraiment ramasser le plus de votes possible. Puis, comme j'ai dit, mon projet, c'est de conscientiser les jeunes sur les enjeux environnementaux. Je trouve ça super important. Là, je voulais préciser aussi que cette conférence-là n'aura pas vraiment rapport sur le changement climatique comme je veux faire avec les jeunes. Ça va être plus axé sur la photo pour vraiment vous montrer mes photos, vous montrer mon expédition, un peu plus un aspect technique. Donc, je vais quand même, par exemple, vous parler un peu de changement climatique parce que je trouve que c'est super important quand même. Donc, pour faire ça très, très simple, comment les changements climatiques peuvent affecter l'Antarctique. Là, ici, on voit sur la photo, c'est un krill. Dans le fond, c'est un crustacé vraiment miniature qui vit sous la glace. En fait, l'été en Antarctique, il fait assez chaud pour que sous la glace, dans l'algue, dans le fond, le petit crustacé, il naît de cette algue-là. Puis, c'est vraiment la base de l'alimentation de tous les animaux en Antarctique. Donc, on peut s'imaginer que s'il y a moins de glace, il y a moins de krill, puis s'il y a moins de krill, ben, les animaux ne peuvent pas se nourrir à leur faim. Donc là, ça change vraiment le cours des choses en Antarctique. Notamment, par exemple, il y a beaucoup de petits morceaux de glacier en Antarctique qui flottent et les pingouins vont vraiment dessus pour s'amuser. Ils ont l'air à bien aimer ça. Je ne sais pas pour quelle raison, mais par exemple, les phoques, eux, ils vont sauter sur ces morceaux de glace-là pour le faire chavirer un peu comme ça. À ce moment-là, le pingouin il glisse dans l'eau, puis le phoque peut aller manger le pingouin. S'il y a moins de glace, ben, les pingouins ne sont plus sur les petits morceaux de glace, puis les phoques ne peuvent pas se nourrir. Même les baleines, ils viennent en Antarctique en été en énorme nombre pour manger le krill. Donc, c'est juste pour vous montrer un petit peu comment les changements climatiques peuvent affecter l'Antarctique et le monde entier. Puis, avec la fonte des glaces aussi, si les glaces fondent trop, ben, ça va faire la montée des eaux dans les régions côtières de la planète, ce qui va faire des réfugiés politiques. Donc, je ne vais pas trop rentrer en détail avec ça, mais je trouvais ça important quand même d'en parler parce que c'est un sujet qui me touche, puis c'est aussi la raison pour laquelle je suis allée en Antarctique. Donc, voilà. Aussi, avant de rentrer encore plus profond dans la conférence, je vais faire un petit topo Antarctique 101, géographie 101, parce que j'ai reçu vraiment beaucoup de questions depuis que je suis allée en Antarctique, puis je remarque que les gens ils ont beaucoup de questions, ils ne savent pas trop c'est où l'Antarctique. Donc, je pense que c'est important de donner à tout le monde une petite base là-dessus. Ce qui revient souvent, c'est que les gens ils se mélangent entre l'Arctique et l'Antarctique. Donc, ici, sur la map du monde, vous pouvez voir qu'en haut, on a l'Arctique, puis en bas, on a l'Antarctique. Donc, l'Antarctique, c'est au pôle sud et non au pôle nord, comme plusieurs personnes peuvent penser. C'est vraiment l'Arctique qui est au pôle nord. Aussi, une des grosses différences entre les deux, c'est que l'Antarctique, c'est un continent qui a environ 2 fois la taille de l'Australie, tandis que l'Arctique, ce n'est pas un continent, c'est plus une région où est-ce qu'il y a des continents à l'intérieur de cette région-là. Ici, vous pouvez le voir un peu plus en détail. En haut, l'Arctique, ça ressemble à quoi? Donc, le Canada fait partie de l'Arctique. Une partie, en fait, du nord du Canada fait partie de l'Arctique, le Groenland. En Europe, je pense, il y a la Norvège, il y a l'Islande, il y a la Russie. Donc, environ tous ces endroits-là font partie de l'Arctique et les ours polaires sont en Arctique. Il y a plusieurs personnes qui me demandent « Ah, t'as vu les ours polaires en Antarctique? » Là, je leur réponds « Il n'y a pas d'ours polaires en Antarctique, c'est juste en Arctique. » Donc, en Arctique, on a les ours polaires, puis en Antarctique, on a des pingouins. Vraiment une grosse différence.
Puis aussi, il y a des gens comme ours polaire en Antarctique. Non, un beau petit dessin. Puis, en Antarctique, il n'y a personne qui y habite en tout temps. Il y a des stations scientifiques avec des gens qui vont faire des recherches, mais il n'y a pas d'habitants en tout temps, comme j'ai dit. Puis, en Arctique, par exemple, là, on va avoir des populations autochtones qui vont y vivre. Donc, voilà pour ça. Puis, les espèces animales. Donc, l'Antarctique, c'est rempli d'espèces animales. C'est vraiment fou à quel point il y a beaucoup d'animaux. Je voulais juste les nommer vite, vite. Puis, dans la conférence, je vais vous montrer des photos également des animaux. Donc, des manchots, on a le adélie, le chinstrap et le gentoo. Puis, on a plusieurs sortes de phoques aussi. Il y a le phoque de Weddell, il y a le phoque crabier, le phoque éléphant et le phoque léopard. Et beaucoup de baleines également, comme la baleine à bosse, la baleine bleue et les orques. Mais là, comme j'ai dit, il n'y a pas de photos. Je vais vous en montrer un peu plus tard. Bon, maintenant, on rentre dans l'équipement. Je vais vous montrer ce que j'ai emporté avec moi en Antarctique. Ici, à gauche, on voit une petite photo de moi que j'ai prise chez moi avec tout mon équipement photographique étalé par terre. Donc, on va commencer par vous montrer mon appareil principal, qui est la Sony A7 II. Moi, dans le fond, j'adore shooter avec Sony parce que c'est un appareil sans miroir. C'est petit pour voyager, puis la qualité à l'intérieur de ce petit boîtier-là, c'est vraiment incroyable. Donc, j'ai aussi amené 3 lentilles en Antarctique. Celle qui est attachée couramment en ce moment sur ma Sony, qui est la 16-35. Donc, je l'ai pris vraiment pour aller chercher le grand angle pour les paysages. Après ça, j'ai pris la Sony 70-300, qui est une lentille téléphoto pour aller chercher des portraits d'animaux. Puis, j'ai aussi amené une lentille que je n'ai pas en ce moment avec moi. C'est la Sony 145 mm. Ici, Pierre, je pense que tu l'as avec toi, si tu veux la montrer. Oui, c'est celle-là ici que quelqu'un m'avait pendant la présentation. 100-400. Puis, voilà. J'ai pris la plupart de mes photos avec cette lentille-là. Vraiment, comme je pourrais dire, environ 90% des photos ont été prises avec cette lentille-là parce qu'elle est super polyvalente. Le fait que je pouvais aller chercher jusqu'à 400 mm, vraiment les animaux ou même juste des détails dans la glace. C'était super intéressant. Puis, dernièrement, je voulais vraiment prendre des photos sous l'eau en Antarctique, mais malheureusement, je ne pouvais pas faire de plongée. Donc, j'ai vraiment cherché quel type de matériel je pouvais emporter pour faire des photos sous l'eau. Donc, j'ai trouvé ça ici. C'est de Aquatech, ça s'appelle Access Go. C'est un boîtier pour iPhone. Fait que dans le fond, l'iPhone, il rentre juste ici à l'intérieur, comme ça. Puis là, tu peux mettre le boîtier directement sous l'eau. Donc, ce que je voulais faire avec ça, en fond, c'est vraiment prendre une photo d'un glacier qui était mis sous l'eau, puis mis hors de l'eau grâce au dôme qu'on voit ici. J'ai réussi à en faire une, je vais vous la montrer plus tard. Puis, une GoPro pour pouvoir filmer un peu de tout en Antarctique avec ce manche-là que je voulais vraiment utiliser pour aller la mettre sous l'eau le plus profond possible pour, encore une fois, essayer de prendre des icebergs en photo, des pingouins sous l'eau, des baleines sous l'eau. Donc, je vais vous montrer un peu les photos plus tard dans la conférence. Juste remettre le matériel. Donc, voilà pour l'équipement. Si vous avez des questions en ce moment concernant l'équipement, concernant l'Antarctique, concernant mon travail que j'ai montré un peu, on peut répondre à des questions si jamais vous en avez. Sinon, je vais continuer. Moi, j'ai une question pour toi, Cam. Oui, vas-y. Est-ce qu'avec tout l'équipement qu'on voit que tu avais apporté pour ton voyage, après coup, est-ce qu'il y a quelque chose que tu dis « j'aurais dû apporter ça » ou il y a quelque chose que tu avais apporté puis tu te dis « finalement, j'en ai pas eu de besoin, fait que ça a pris peut-être un peu trop d'espace dans mon équipement de voyage, dans mes bagages? » La Sony 70-300 que j'ai montrée tantôt, c'est vraiment une super lentille, mais j'avais la 100-400 avec moi, donc je ne voyais pas l'usage de la 70-300. Puis la qualité de la 100-400 aussi est vraiment meilleure que celle-là. Mais elle est vraiment plus légère. Donc, c'était vraiment comme soit que j'avais la lentille avec la meilleure qualité, mais plus lourde, ou la plus légère. Mais j'ai vraiment préféré avoir celle de meilleure qualité. Sinon, je n'ai pas mentionné aussi, on le voit sur mon PowerPoint, mais j'avais amené la Sony A6000, qui est un petit boîtier, juste au cas où que ma Sony A7 II brise pour X raisons. Comme ça, j'aurais un backup. Puis en plus, au début, j'utilisais les deux simultanément. J'avais comme ma A7 II avec moi, avec la lentille, par exemple, 16-35, qui était grand angle. Puis en même temps, j'avais sur ma Sony A6000
mettons, une lentille qui était téléphoto. Comme ça, en tout temps, si, mettons, il y avait un pingouin qui sautait, je pouvais prendre ma lentille téléphoto pour aller prendre la photo. Puis si jamais il y avait une baleine qui était trop proche du bateau pour que je puisse la prendre en photo avec la lentille téléphoto, ben là, je prenais ma grand angle. Mais avec le temps, j'ai réalisé que c'était trop d'avoir tout cet équipement-là, en plus de la GoPro, en plus du boîtier Aquatech. C'était tellement à penser que je pouvais pas vraiment me concentrer sur prendre des photos. Donc, j'ai décidé vraiment d'y aller avec juste ma Sony A7 II, en partie avec le 50 mm et ma grand angle de 16-35 mm. Est-ce qu'il y avait des questions par rapport à ça, sinon dans les gens qui sont sur le live? Parfait. Non, il y a juste des gens qui ont commenté. Il faut que tu dises objectif et non pas lentille. Objectif, excusez-moi. Ouais, je vais essayer de me forcer. J'ai quand même beaucoup d'anglicisme dans mon langage. Parfait. Donc, le 4 janvier 2020, 6 mois après avoir gagné mon concours, là, c'est mon départ vers l'Antarctique. Donc, vous pouvez comprendre que je suis vraiment fébrile à ce moment-là. Je vais vous montrer si ça ne bug pas trop, je l'espère, le trajet, dans le fond, de Montréal jusqu'à l'Argentine pour que vous puissiez vous situer géographiquement. Si ça ne fonctionne pas, ce n'est pas grave, je vous le montrerai sur le... On va laisser faire. Ah, OK, on l'a. Donc, vous voyez, je suis partie de Montréal, je suis descendue jusqu'en bas à Ushuaia parce que l'Argentine, en fait, c'est la porte d'entrée vers l'Antarctique. Comme vous pouvez voir, le continent il est vraiment proche de la péninsule antarctique. C'est là où j'ai fait mon voyage, en fait. On voit que l'Antarctique, c'est assez gros. Comme j'ai dit plus tôt, c'est 2 fois la grosseur de l'Australie. Mon expédition a duré seulement 10 jours, donc je ne pouvais pas aller voir l'Antarctique au complet. Donc, le voyage était vraiment dans la péninsule que vous voyez ici. Puis moi, je suis atterrie ici à Ushuaia. Donc, vous voyez, il y a quand même beaucoup d'eau entre les deux. Puis je vais vous parler de l'eau qui se situe là bientôt. C'est quand même fort intéressant. Je vais revenir dans la présentation. Voilà. Donc, c'est ça. Je suis arrivée à Ushuaia, en Argentine. La vidéo à gauche, c'est quand je suis atterrie. Donc, on voit que c'est une région qui est super montagneuse. C'est vraiment joli. J'ai passé 3 jours avant de partir en Antarctique. Donc, le départ, c'était le 7 janvier. Donc, j'ai bu beaucoup de café. J'ai lu des livres sur l'Antarctique. J'ai pris du temps pour moi, pour appréhender mon voyage. Là, à droite, il y a une vidéo. Je ne sais pas si vous allez le voir avec nos petits tags qui sont dans les petites bulles, mais je marchais à Ushuaia. Puis, de loin, je pouvais voir le port de Ushuaia, qu'on voit sur la photo ici. C'est pas moi qui l'ai prise, la photo. Donc, je marchais, je voyais le port, donc je voyais des bateaux. Puis, je me disais que dans 3 jours, ça allait être moi qui allait être sur un de ces bateaux-là. Donc, c'était vraiment excitant. Puis, 90% des bateaux qui partent vers l'Antarctique partent de Ushuaia. Comme je vous ai dit tantôt, c'est vraiment l'endroit le plus près de l'Antarctique. Et puis, voici mon bateau. Donc, c'était le MV Ondius. Il y a plusieurs personnes qui pensent que je suis allée en Antarctique en avion. Donc, je trouve ça important de montrer le bateau pour vous mentionner que vraiment l'expédition s'est faite à 100% sur un bateau. C'est là qu'on mangeait, c'est là qu'on dormait. Puis, à chaque jour, on sortait avec des Zodiacs, c'est des petits bateaux gonflables pour aller explorer l'Antarctique. Donc, pour aller sur le continent, pour aller juste sur l'eau, se balader entre les icebergs, pour aller voir les animaux. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais je vous ai dit qu'il y avait beaucoup d'eau entre l'Argentine puis l'Antarctique. Puis ça s'appelle le passage de Drake. C'est un passage assez redouté pour les gens qui vont en Antarctique. Vous allez vite comprendre pourquoi. Donc là, à gauche sur la map, vous voyez la distance entre Ushuaia et la péninsule de l'Antarctique. Puis sur le diagramme à droite, on voit vraiment que l'océan Atlantique et l'océan Pacifique se rencontrent dans ce passage-là, ce qui crée les plus grosses vagues au monde. Donc, ce n'est pas une traversée qui est très calme, je vous dirais. Mais par exemple, on peut avoir 2 types de traversées. On peut connaître le Drake Shake, que vous pouvez voir ici. Donc, c'est des vagues qui peuvent aller jusqu'à 10 mètres environ. Ou le Drake Lake, un passage assez calme. Ça va vraiment dépendre des vents pendant la traversée. Ça se peut que tu tombes sur des énormes vagues, comme ça se peut que tu tombes sur des vagues un peu moyennes, qui étaient plus mon cas. Donc, je n'ai pas eu des grosses vagues comme ça, puis je n'ai pas eu vraiment un Drake Lake non plus. Je dirais que c'était entre les deux. Donc, c'était une traversée qui s'est bien passée pour moi. Je n'ai pas eu mal au cœur. C'était vraiment une de mes phobies de me dire que j'allais comme vomir pendant 2 jours, puis que j'allais rien pouvoir
faire, mais je m'en suis bien sortie. Parce que aussi, ce qui est drôle, c'est que sur le bateau, il y a des sacs de vomi comme ça, à la grandeur, à chaque mètre dans le bateau. Donc, ça ne donne pas envie de tomber malade, par exemple. Puis c'est ça. Pendant 2 jours, on a beaucoup de temps pour s'ajuster à l'Antarctique. On a beaucoup de conférences qui sont données par l'équipe d'expédition qui est sur place. Ils nous font des conférences sur l'Antarctique, ils nous font des conférences sur le réchauffement climatique, sur les animaux qu'on va voir, sur la glace. Donc, on est vraiment tenus occupés. Puis, on passe aussi beaucoup de protocoles de biosécurité pour vraiment inspecter notre équipement, pour enlever... Moi, ils ont ouvert mon sac à dos au complet, ils ont regardé s'il y avait des grains de sable, ils ont tous enlevé, ils ont lavé mes manteaux, tout doit être lavé pour s'assurer qu'il n'y a pas aucun microbe qui rentre en Antarctique. C'est vraiment super important et rigoureux. Donc, ici, à gauche, j'ai filmé la vue de ma petite fenêtre dans ma cabine. Donc, vous voyez les vagues ne sont pas tant épeurantes que ça. C'est sûr que c'est comme ça pendant 2 jours. Puis des fois, je me rappelle, je me réveillais la nuit, puis dans mon lit, je bougeais comme ça. Là, je restais dans mon lit, puis je ne bougeais pas, puis j'espérais que ça allait passer. Puis à droite, c'est dans ma cabine. On voit 2 écrans. Il y a une des écrans où est-ce que vous pouvez voir le trajet qu'on suivait. Donc là, le petit point rouge est directement au milieu, ce qui veut dire qu'on était vraiment rendu au milieu du passage de Drake. Puis en haut, mon bateau, en fait, on voyait le devant du bateau en tout temps. Donc, c'était super intéressant. Ici, première photo que je vous montre de mon expédition, c'est une photo que j'aime beaucoup. Elle a été prise dans ma cabine. Dans le fond, c'est de là que j'ai filmé le petit vidéo que vous avez vu à gauche. Ça, c'est tous des vidéos que j'ai faites avec mon iPhone pendant le voyage. Donc, je l'ai pris avec ma Sony 16-35 mm pour vraiment l'ouvrir super grand pour avoir tout le jeu, dans le fond, la fenêtre, puis tout le contour de la fenêtre. Puis j'aime beaucoup que la photo soit sombre parce que je trouve que ça démontre bien c'est quoi aller en Antarctique. C'est quoi le mystère d'aller en Antarctique. Donc, c'est une photo super intéressante pour moi. On nous demande, Cam, juste avant d'avancer plus loin, vous étiez combien en dehors de l'équipage sur le bateau? On était 200 personnes environ sur le bateau. Donc, il y avait moi, il y avait d'autres touristes, puis il y avait l'équipe d'expédition qui était environ peut-être 25. Puis l'équipe d'expédition, c'est tous des scientifiques, eux autres. Donc, c'est eux qui nous ont donné des conférences. Puis aussi, c'est important de savoir que ce n'est pas toutes les personnes sur le bateau qui sont photographes. Donc, moi, je suis allée avec mon projet de changement climatique pour faire mes conférences. Ça, c'était mon projet à moi. Mais il y a des gens qui sont sur le bateau qui ont juste payé l'expédition pour être là. Moi, j'ai gagné un prix. Je suis allée, mais ce n'est pas tout le monde comme moi qui a gagné et qui est allé de la façon que moi, je suis allée. Puis par curiosité... C'est super intéressant, je voulais le dire en plus. Ah, OK. Puis par curiosité, c'était d'une valeur de combien, ce voyage-là? Environ, les prix changent un peu comme les avions. Ça a été de 7 000 $ canadiens jusqu'à 10 000 $ canadiens environ pour 10 jours en Antarctique. Quand même, c'était un très beau prix. Oui, exactement. Puis, il y a vraiment des voyages en expédition aussi qui sont plus grands que 10 jours. Là, vous pouvez vous imaginer le prix. Je vous ai montré mon bateau plus tôt. Puis, j'ai dit que je n'étais pas allée en avion. Il y a des gens qui vont y aller en avion, mais le prix pour aller en Antarctique en avion, c'est incroyable comment c'est cher. Donc, voilà. Comment je vais marcher pour le reste de la conférence? C'est que je vais vraiment y aller par jour. Donc, je vais vous montrer à chaque jour qu'est-ce que j'ai vu, puis où est-ce qu'on s'arrête. Donc, là, vous pouvez comprendre qu'il y a 2 jours de traversée, puis il y a 2 jours pour revenir en Argentine, ce qui enlève 4 jours à l'expédition. Donc, j'avais 5-6 jours réels en Antarctique. C'est super court quand on dit ça comme ça, mais on était tellement occupés, jamais on était dans le bateau, on était toujours sortis sur les Zodiacs à faire des expéditions, à aller voir les animaux. Donc, j'ai pas perdu mon temps, même pas du tout. Comme je vous ai dit, le passage de Drake, pour moi, était assez calme, ce qui a fait en sorte qu'on a pris de l'avance sur notre itinéraire. Ce qui est intéressant à savoir aussi, c'est qu'en Antarctique, l'itinéraire n'est jamais fixe. Donc, le capitaine, à chaque jour, il va nous faire un briefing pour nous dire ce qui s'en vient le lendemain. Mais il faut qu'on se dise que c'est toujours sujet à changement, tout dépendant des vents, tout dépendant de la fonte des glaces, qui n'est jamais la même à chaque année. Donc là, il nous annonce ce matin-là qu'on est allé si vite dans la traversée qu'on a le temps de faire une descente surprise, une addition déjà à l'expédition sur les îles Shetland du Sud. Donc, je vous montre c'est où les îles. Donc, on voit en haut la péninsule du continent sud-américain, puis on voit la péninsule de l'Antarctique et juste en haut,
où est-ce qu'il est écrit South Shetland Islands. C'est juste là qu'on s'est arrêté pour la première fois. Puis, on voit aussi 3 autres îles qui sont en haut. Là, désolé, c'est en anglais, je n'ai pas trouvé les maps en français. Mais fait que là, il y a les îles Falkland, il y a les îles de la Géorgie du Sud, si je ne me trompe pas avec le nom. Puis là, à droite, c'est les îles de South Sandwich. Je voulais les mentionner parce que quand les gens pensent en Antarctique, le pingouin qui vient en tête, le premier, c'est ce pingouin-là, si je ne me trompe pas. C'est le pingouin qu'on voit dans l'ère de glace, dans les films, etc. Donc, il y a plusieurs personnes qui pensaient que j'allais voir ce pingouin-là, mais malheureusement non, parce que ce pingouin-là, il vit sur les îles que je viens de mentionner, qui sont des îles subantarctiques. Il y en a quelques-uns sur la péninsule de l'Antarctique, mais c'est vraiment extrêmement minime. Donc, c'est très rare que quelqu'un va pouvoir voir le pingouin empereur. Je pense que je ne l'avais même pas mentionné. Donc, le pingouin empereur sur les îles, sur la péninsule de l'Antarctique, pardon. Donc, non, je n'ai pas vu de pingouin empereur, mais j'ai vu d'autres sortes de pingouins que je vais vous montrer en photo. Les bébés sont vraiment cute, j'aurais tellement aimé ça en voir un. Donc voilà, ici, on a une map un peu plus proche des îles qui sont ici, que vous avez vu, les îles Châtelaines du Sud. Donc, on s'est arrêté cet après-midi-là sur l'île Robert, qui est celle en rouge. Donc, je suis arrêtée sur l'île, puis à gauche, j'ai pris une vidéo avec mon iPhone de mon tout premier pingouin. C'est un pingouin Gentoo. C'est celui qui est le plus présent à l'Antarctique. Vraiment, il y en avait énormément beaucoup. Puis, les scientifiques ont beaucoup de difficultés à comprendre l'effet du réchauffement climatique sur ce pingouin-là, par exemple, parce que sa population augmente tellement rapidement qu'ils ont la misère à faire une corrélation avec le réchauffement puis la population des pingouins. Puis, à droite, vous pouvez voir une petite vidéo du Zodiac qu'on utilisait. Donc, comme je vous ai dit, on sortait du bateau à chaque jour avec un petit Zodiac comme ça pour faire nos expéditions. Ici, 2 photos que j'ai prises du petit pingouin Gentoo. J'ai pris la lentille 100-400 mm. Je pense qu'il était à 400 mm, donc vraiment zoomé à sa plus pleine objectif, pas lentille. Que j'ai zoomé jusqu'à environ 400 mm pour vraiment avoir un portrait du pingouin. Puis l'aperture, est-ce que ça se dit aperture en français? J'entends pas, Pierre. Oui? C'est bon. Fait que j'ai pris l'aperture de 5.6 pour vraiment avoir un background qui laisse place vraiment à voir le pingouin plus en focus que l'arrière-plan. Donc, encore un Gentoo avec son petit bébé. Je suis allée dans la saison des bébés, donc il y en avait vraiment beaucoup. C'était extrêmement mignon. On a Marie-Pierre qui dit que aperture, c'est ouverture. Ouverture, pardon. Je m'excuse. Oui, mon micro était fermé, j'ai oublié. J'ai comme assumé que c'était ça. OK, parfait, aperture. Donc, là, c'est ça, l'ouverture, en fait, de 5.6 pour avoir un arrière-plan détaché du pingouin, pour faire un plus beau portrait. Vous pouvez voir la lentille aussi, était vraiment, c'est super clair. Les détails sont vraiment magnifiques. Le petit bébé. Puis, encore avec la même lentille à 300 mm cette fois-là, donc la 100-400, celle que Pierre vous a montrée tantôt. Comme on peut voir, ce n'est pas juste pour faire des portraits d'animaux. Je pouvais aussi aller chercher des choses qui étaient très loin pour montrer à quel point l'Antarctique, c'était gros. Donc, à ce moment-là, j'ai mis 3 petits pingouins dans mon focus qui sont sur les roches. Puis, on peut voir à quel point le glacier en arrière est énorme face aux pingouins. Donc, c'est très bon pour montrer l'effet de grandeur. Cam, il y en a plusieurs qui disent que c'est pas pingouin, mais manchot. Manchot, oui. Je me mélange entre les deux, c'est vrai. Donc, c'est des manchots Gentoo. Donc, après être allé sur Robert Allen, on est allé sur l'île de la Déception, qui est une île super intéressante. Comme vous pouvez voir ici, c'est une île qui a une forme assez spéciale. Ça, c'est parce que c'est un volcan, en fait. Ce que vous voyez au milieu, l'étendue d'eau, c'est un caldaire de volcan. Donc, si on s'imagine qu'il n'y avait pas d'eau à ce moment-là, on peut s'imaginer que ce que vous voyez qui sort de l'eau, c'est vraiment le top du volcan. Donc, ce qui rend l'île intéressante, c'est vraiment son histoire parce que autrefois, il y avait des stations de chasse à la baleine où est-ce qu'ils produisaient énormément d'huile de baleine. C'est un des endroits dans le monde où ils en faisaient le plus, puis ça a presque rendu la baleine à bosse à l'extinction. Aujourd'hui, c'est interdit, évidemment. Donc, la station est abandonnée. Puis, en plus de ça, il y a eu 2 éruptions. Donc, tout a été brûlé. Donc, quand on va sur cette île-là, on peut vraiment voir les vestiges. C'est vraiment super intéressant.
Puis, puisque c'est une île volcanique, comme vous pouvez voir sur la photo ici, sur l'eau, on voit vraiment la vapeur qui sort de l'eau parce que c'est de l'eau chaude. Puis, sur les roches, on peut voir le rouge qui est la roche volcanique. C'est aussi sur cette île-là que j'ai vu mon premier pingouin à jugulaire. Donc, en anglais, c'est chin strap, mais en français, c'est à jugulaire. Donc, je l'ai pris ici dans les roches avec la lentille 100-400 mm. Encore une fois, comme je vous ai dit, j'ai vraiment pris la plupart de mes photos avec cette lentille-là. Ici, une photo super intéressante, encore prise avec la même lentille. Je suis vraiment allée chercher le détail de l'eau qui perle sur les plumes du pingouin pour montrer que le pingouin est hydrofuge parce que lui, dans le fond, pour se garder au chaud l'hiver, son pelage reste hydrofuge pour pas que l'eau puisse rentrer sur sa peau. Donc, c'est vraiment des détails qui sont super intéressants à aller chercher avec une lentille de ce genre-là. Moi, j'essaie de me dire que je ne vais pas juste aller chercher les gros paysages ou les portraits d'animaux, mais vraiment d'aller chercher des détails pour vraiment construire l'histoire photographique de l'Antarctique. Puis plus tard dans la conférence, vous allez aussi voir d'autres photos que j'ai prises de détails comme ça. Donc, le lendemain, c'est là qu'on est arrivé en Antarctique pour de vrai, si je peux dire ça comme ça. Quand les gens pensent en Antarctique, pensent à un paysage qui est tout blanc. Ce que je vous ai montré, c'est des îles subantarctiques, donc c'est pas plein de neige comme on s'imagine l'Antarctique être. Donc, jour 4, on arrive en Antarctique le matin. J'étais extrêmement excitée. Je me suis levée super vite. J'ai regardé par la fenêtre, j'ai vu de la glace. J'ai pris ma caméra, je suis sortie sur le quai du bateau en courant. Puis, je suis arrivée comme dehors, puis je capotais. C'était magnifique. Donc, une petite map ici, juste pour vous montrer le trajet qu'on a fait jusqu'à maintenant. Donc, numéro 1, c'était les îles Robert. Numéro 2, la Déception. Et 3, c'est où est-ce qu'on est rendu présentement. Donc, vraiment dans la péninsule de l'Antarctique. Donc, je me lève le matin, comme je vous ai dit, puis c'est le genre de paysage que je vois en me levant le matin. Donc, c'est assez particulier. C'est magnifique, surtout parce qu'il n'y avait aucun bruit, sauf la glace qui se cognait ensemble. Donc, c'est vraiment paisible. C'est une photo que j'aime beaucoup, que j'ai prise avec la 16-35 mm, ouverte à 16 mm, pour vraiment rentrer le plus de paysages possible dans ma photo pour montrer à quel point il y avait de la glace dans l'eau. Aussi, important à mentionner, je ne vous l'ai pas dit encore, mais la température en Antarctique, j'ai eu beaucoup de questions, des gens qui me disent « Ah, il devait faire moins 40 degrés, il devait faire froid. » Mais non, en Antarctique, l'été, parce qu'il y a des saisons en Antarctique, il y a l'hiver, il y a l'été, il fait environ entre 0, peut-être moins 1 et 5 degrés. Donc, c'est vraiment pas si pire que ça, surtout en tant que Québécois, on a vu pire que ça. Donc, mais par exemple, en hiver, il fait vraiment plus froid. C'est là qu'on va voir les moins 40, surtout plus creux dans le continent, pas juste sur la péninsule, mais vraiment dans le continent. Donc, tu es en train de nous dire qu'il fait plus froid en ce moment au Québec qu'en Antarctique? Bien là, en ce moment, en Antarctique, je pense que la saison d'été termine. Il doit commencer à faire plus froid. Mais oui, en été, en Antarctique, ici, il fait beaucoup. Quand je suis partie d'ici pour aller en Antarctique, je suis partie avec un gros manteau, puis j'avais un moins gros manteau rendu en Antarctique. Wow. Donc, il fait quand même moins surprenant, froid. Hein? Ouais, Cam, il y a une question que j'ai vu revenir 2 fois, c'est est-ce que tu avais un polarisant? Puis en passant, il y en a plusieurs qui disent magnifique photo. Merci beaucoup, c'est gentil. Avant de partir en Antarctique, j'ai fait beaucoup de recherches pour savoir quoi amener en Antarctique, surtout parce que c'est un continent de glace, c'est très blanc. Puis c'est difficile de photographier quand il y a beaucoup de reflets sur la neige, d'où le polariseur. Je n'ai pas amené de polariseur, par exemple, parce que je n'en avais jamais utilisé avant. Puis je ne voulais pas commencer à utiliser le polariseur en Antarctique puis faire des erreurs à cause que j'avais un polariseur. Donc, j'ai décidé de ne pas l'amener. Donc, voilà. Puis aussi, en Antarctique, c'est jamais la nuit en été. Il fait tout le temps beau. Donc, ce n'est pas un problème tant que ça, mais c'est sûr que pour le reflet, dans le fond, le polariseur, pour ceux qui ne savent pas, ça aurait atténué les reflets de l'eau, surtout la glace, le soleil qui est vraiment omniprésent sur la glace. Donc, ça va vraiment enlever les reflets sur les photos. Puis, dans mes photos, je n'ai pas vraiment vu de reflets quoi que ce soit, mais c'est sûr que ça aurait été une bonne idée, je pense, mais comme j'ai dit, je ne voulais pas tester le polariseur en Antarctique. Encore une photo de quand je me suis levée le matin avec la même lentille, 16-35 mm. Puis, ça ici, c'est avec la 100-400 mm. J'aimais beaucoup prendre en photo des pingouins isolés sur de la roche. Je trouve que ça montre bien c'est quoi l'Antarctique, l'isolement que c'est d'être en Antarctique,
puis surtout le contraste entre le pingouin puis les montagnes. C'est un jeu de photos que j'aimais vraiment faire pendant mon expédition. J'aime vraiment cette photo-là. Ça a l'air vraiment énorme en arrière, puis c'est vraiment ce que je voulais montrer en mettant le pingouin comme sujet dans mes photos. Ça, c'est un pingouin Gentoo. Une question pour toi. Est-ce que tu avais un filtre neutre sur ton objectif et est-ce que tu prenais des photos à main levée ou sur trépied? J'avais aucun filtre. Je travaille jamais avec des filtres, donc j'en ai pas amené aucun. Pour trépied non plus, j'en ai pas amené parce que, comme j'ai dit, en Antarctique, il fait toujours beau. Donc, même à 1 h du matin, il fait clair dehors. Donc, je voyais pas l'utilisation d'un trépied vu que j'avais pas besoin de mettre un timer sur ma caméra pour faire plus rentrer de lumière. Puis j'aime vraiment mieux prendre des photos proactives. Donc, quand je prends des photos, je vais partout, je me positionne, je me couche par terre, je rampe par terre. Donc, un trépied, pour moi, ça serait beaucoup trop limitatif pour le genre de photos que j'aime faire puis comment je suis active dans ma façon de travailler. Mais je n'ai pas vu non plus de photographes sur mon bateau utiliser de trépied, même si j'ai vu sur Internet qu'il y a beaucoup de personnes qui le font. Mais je pense que c'est un choix personnel à savoir si tu préfères un trépied ou pas. Donc, ici, une petite photo que j'ai prise aussi sur mon bateau le même matin. Donc, on voit qu'il y avait beaucoup de brume. La température pendant mon expédition était très grise. Donc, j'ai rarement vu le soleil. Il y avait beaucoup de nuages. Donc, c'est sûr qu'en photographie, on aime ça, avoir une belle lumière. J'ai malheureusement pas eu de belle lumière, mais c'est quand même difficile de prendre des mauvaises photos en Antarctique parce que c'est tellement, tellement beau. Donc, après ça, le jour 2, qui était un jour, là, on est jour 5, mais le jour 2 sur la péninsule de l'Antarctique, le canal de Lemaire. Ça, j'avais vu sur Internet avant d'y aller. J'étais super excitée d'y aller parce que, comme vous allez voir, je ne sais pas si la vidéo va fonctionner parce qu'on est connecté par Internet, mais je vais quand même le faire play. Ça se peut qu'il soit saccadé un peu, mais vous allez voir quand même ce que je veux dire par qu'est-ce que le canal de Lemaire. Donc, c'est vraiment 2 chaînes de montagnes, une à droite, une à gauche, puis ça prend 1 heure le traverser en bateau. Donc, on passe directement au milieu comme ça, puis c'est super calme, aucun vent à cause des montagnes. Ça, je pense que c'est un des moments préférés de mon expédition. Puis, comme j'ai dit, il n'y a aucun vent, donc ça laisse place à des réflexions assez incroyables, comme ça ici. Donc, à chaque fois que je prenais une montagne en photo, j'avais toujours droit à une super réflexion sous la montagne. Donc, c'était super intéressant photographiquement. Ici, une photo prise avec mon iPhone. L'iPhone, c'est quand même un appareil que j'ai beaucoup utilisé pendant mon expédition. C'est rapide, puis la qualité photo est super belle. Comme vous pouvez voir ici, on n'aurait pas dit que ça, à part que la photo soit carrée, on n'aurait pas cru que ça aurait été pris avec un iPhone. Les couleurs sortent super bien aussi sur un iPhone. Et une queue de baleine à bosse, si je ne me trompe pas. Je ne suis pas l'experte en baleine, mais je pense que c'est une baleine à bosse. Cette journée-là, c'était vraiment intéressant parce qu'on est parti en Zodiac, puis on s'est fait entourer d'environ 20 baleines qui mangeaient le petit poisson que je vous ai montré plus tôt, le krill, le petit crustacé. Donc, il y avait plein de baleines qui sautaient, qui tapaient de la queue. C'était vraiment un moment unique et magique pour moi. Aussi une photo que j'aime beaucoup qui a été prise avec la 100-400 mm, comme toujours, depuis le début de la conférence. Et un iceberg. J'aime vraiment bien les crevasses, c'est pour ça que je l'ai pris en photo. Il y avait vraiment aussi d'énormes icebergs en Antarctique. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas pris en photo d'énormes icebergs. J'ai vraiment trouvé que j'étais vraiment intéressée à prendre en photo les animaux. Je ne pensais pas que ça allait être autant axé sur les animaux, mais ça s'est passé comme ça pour moi. Mais par exemple, je voulais juste vous dire que vraiment les icebergs en Antarctique, c'est assez incroyable comment c'est énorme. Tantôt, je vous ai dit qu'il n'y avait pas beaucoup de lumière en Antarctique. En fait, pas pendant mon expédition parce que c'était super nuageux. Donc, ici, la première fois que j'ai vu de la lumière, c'était cette photo-là et c'était la dernière fois. Je ne l'ai plus jamais revue après ça. C'est caché le bout du nez. Donc, je l'ai photographié. Ça a été pris avec la 16-35. Donc, vous voyez, je suis vraiment en 2 lentilles. La 16-35 pour j'allais dire le wide angle en anglais, mais le grand angle, puis la 100-400 pour aller chercher des détails et les animaux. Il y a une question ici qui est revenue. Est-ce que tu fais du post-traitement sur tes images? Oui, j'en fais.
ça aurait été cool que je fasse un avant-après pour que vous puissiez voir. Mais j'en fais. J'essaie quand même de garder mes photos naturelles. Je ne vais pas dénaturer l'Antarctique. C'est déjà assez beau toute seule, sans avoir besoin de trop modifier les photos. J'aurais fallu que je mette un avant-après pour vous montrer. Mais pour ceux que ça intéresse, je peux en faire un sur mon Instagram après. Je peux prendre une photo que j'ai modifiée, le mettre sur mon Instagram, pas dans mon feed, mais dans mes stories Instagram. Ils vont aussi apparaître sur Facebook si vous êtes plus sur Facebook. Ça serait vraiment intéressant de vous montrer un peu la façon que je fais la post-production sur mes photos, mais c'est assez minime. Vous pouvez vous dire que je n'ai pas trop changé l'Antarctique. J'ai juste redonné sa beauté parce que je shoot en RAW. Donc, les photos sont assez plates quand tu shootes en RAW. Il faut vraiment que tu donnes une post-production dessus pour leur redonner vie. Donc, mais j'essaie quand même de garder un petit côté artistique, mais pas trop. Je vais vous montrer. Cam, il y a 2 questions que j'ai vues revenir 2 fois. Ouais. Il y a, quel modèle d'iPhone as-tu utilisé? Puis combien de photos as-tu pris au total? Modèle d'iPhone, c'est l'iPhone XR. Je pense que c'est le XR. Je ne suis pas certaine. Mais sincèrement, l'iPhone, ça prend des super belles photos. On l'oublie souvent, mais je l'ai beaucoup utilisé en Antarctique. Puis les photos, j'en ai pris en 10 jours, 4000 photos. Au total, avec les 2 appareils? Pardon? Au total, avec les 2 appareils? Non, pas avec l'iPhone. Je n'ai pas calculé les photos. Ben, ceux qui sont potables sur mon iPhone, il y en avait peut-être 20 environ. Mais c'est en totalité sur ma caméra. Donc, je ne sais pas si 4000, c'est beaucoup ou pas beaucoup en 10 jours. Mais je n'ai même pas encore fini de regarder mes photos. Souvent, je m'assois avec un café, puis je fais du editing, puis il y en a encore beaucoup à regarder. J'en manque tout le temps quelques-unes. Donc, je pense que je vais avoir fini de faire mes photos dans 1 an environ, rendu comme ça, parce qu'il y en a en maudit. Paradise Harbor, ça c'était super beau. C'est là que j'ai vu un phoque de Weddell. Donc, ce phoque-là, pour moi, c'est le plus cute parce qu'il a vraiment une grosse face, des gros yeux, puis un gros corps. Ici, vous pouvez voir un autre portrait. Donc, comme je vous disais, de prendre la lentille 100-400 mm pour aller chercher du détail, comme dans la photo à droite. J'ai pris, par exemple, à gauche, j'ai pris son portrait. Puis à droite, simultanément, j'ai pris le phoque qui se gratte pour plus illustrer un beau portrait du phoque. Donc ici, un pingouin Gentoo. Comme vous pouvez remarquer depuis le début de la conférence, c'est beaucoup de pingouins Gentoo sur mes photos. Je vous ai dit que c'était le pingouin qui était le plus abondant en Antarctique. Donc, c'était dur de le manquer. Mais cette photo est super intéressante avec le reflet de l'eau en avant-plan qui a été prise avec la 100-400 mm pour être loin du pingouin et pouvoir vraiment créer le reflet. Sinon, je n'aurais pas pu faire le même genre de photo avec une lentille grand angle. OK, ça, c'est vraiment super intéressant parce que les pingouins, ils ont beaucoup de misère à marcher parce que leurs hanches sont vraiment faites de façon spéciale. Donc, ils marchent dans ce qu'on appelle l'autoroute des pingouins. Donc, jamais ils vont sortir de l'autoroute parce que c'est trop dur pour eux de marcher dans la neige. Donc, jour après jour, ils prennent le même chemin. Puis, après beaucoup de temps, ben, on voit les autoroutes de pingouins. Donc, en Antarctique, il y en a vraiment beaucoup. Puis, c'est super important de ne pas marcher sur les autoroutes puis de se tenir super loin des pingouins parce que si ils sortent de l'autoroute des pingouins, ça les déstabilise, ça les stresse. Donc, voilà, l'autoroute des pingouins. C'est vraiment cool. Encore des Gentoo. Ici, on voit la baie de Neko. Donc, on a fait un petit peu de hiking pour monter en hauteur pour avoir cette vue-là. À droite, c'est un glacier, c'est un des plus actifs sur la péninsule dans l'Antarctique. Donc, vous voyez la grosseur des paysages. Et encore une fois, une photo que j'appelle détail, prise avec la 100-400 mm pour vraiment aller chercher les crevasses du glacier. Comme vous pouvez voir, j'ai pris la photo à cet endroit-là. Puis, avec la 100-400, j'ai pu aller chercher sur le glacier à droite un portrait proche comme ça. Donc, au même endroit, si tu changes de lentille, tu peux aller chercher différentes perspectives. C'est important de penser souvent quand on est quelque part je ne veux pas avoir 10 lentilles, mais si tu en as 3, essaye tes 3 lentilles, puis va chercher une photo différente pour chaque lentille. Ça va juste créer une belle histoire à la fin quand tu vas pouvoir mettre tes photos ensemble en forme de série. Et jour 7, qui est déjà le dernier jour en Antarctique, comme je vous ai dit, c'était seulement 10 jours, avec 2 jours de transport pour y arriver avec le passage de Drake et 2 jours pour partir également.
Donc, encore une fois, un petit pingouin seul, isolé, comme j'aime bien le faire, sur un petit morceau d'iceberg. Au début de la conférence, je vous ai mentionné que les phoques, ils mangeaient en sautant sur les petits bouts d'iceberg. C'est un bout d'iceberg comme ça, en fait. Donc, ils sautent d'un bord puis de l'autre pour vraiment faire chambranler l'iceberg pour que le pingouin tombe à l'eau pour le manger. Ici, c'est un léopard de mer. C'était un des phoques que je voulais le plus voir en allant en Antarctique. Je croyais que ça allait être rare et difficile à voir, mais au contraire, c'était un des phoques que j'ai le plus vu, je pense. Peut-être j'en ai vu 7, je ne suis pas certaine, mais c'est super énorme. Puis c'est le deuxième plus gros prédateur de l'Antarctique. Et si vous le voyez, qui me regarde avec sa petite face, il est très, très mignon. Puis le premier prédateur dans l'Antarctique, c'est l'orque. L'orque, par exemple, c'est qu'il ne vient pas en Antarctique, il n'est pas tout le temps là, en fait, en Antarctique. Il vient en été pour se nourrir, puis après ça, il repart ailleurs, dans les pays plus tropicaux, l'hiver. Donc, quand l'orque n'est pas là, ce serait le phoque léopard qui est number one. Comme je vous ai dit au début de la conférence, photo prise sous l'eau avec ça ici, puis mon iPhone à l'intérieur. La photo à gauche a été prise avec ça ici. Donc, je vous avais mentionné que je voulais une photo où est-ce qu'on voyait l'iceberg sous l'eau et l'iceberg hors de l'eau. Donc, c'est le résultat. Puis à droite, prise encore avec la même appareil. Donc, c'est sûr que la qualité, c'est pas la meilleure puisque c'est prise avec un iPhone, mais à mon avis, c'est beaucoup mieux d'utiliser quand même ce qu'on a pour faire les photos qu'on veut que de juste se dire « Ah, ben j'ai pas de boîtier pour ma caméra qui va sous l'eau, je prendrai juste pas de photos sous l'eau. » Donc, puis de toute façon, je voulais pas mettre ma Sony A7 II sur l'eau par peur qu'il arrive un damage puis que j'aille plus de caméra pour le restant de mon expédition. Et jour 8 et 9, on retourne dans le passage de Drake. Même chose qu'au début, on a des conférences. Puis j'ai pris ce temps-là pour mettre mes photos sur mon ordinateur, faire du classement dans mes photos. Donc, une petite dernière photo prise dans ma cabine au départ de l'Antarctique. Et voilà, j'espère que ça a vraiment répondu à vos questions. Cam, il y a quelqu'un qui demande c'est quoi le nom du boîtier qui permet de mettre l'iPhone sous l'eau? Celui-là ici, c'est le Axis Go de Aquatech. Il y en a plusieurs modèles. Il y en a qui viennent avec pas de dôme comme ça. C'est une compagnie basée en Californie qui se spécialise dans les photos sous l'eau avec iPhone, mais aussi ils font des boîtiers pour les appareils comme ma A7 II. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais quand même rester en ligne pour continuer à répondre à vos questions. Puis après la conférence... Il nous reste un petit 10 minutes, Cam, fait que je pense qu'on a le temps de répondre quand même à plusieurs questions qu'on a reçues. Notamment, il y a quelqu'un qui a demandé là, au niveau du volume lors de ton expédition. Là, bon, tu as mentionné tantôt que tu avais pris plus de 4000 photos. Comment tu t'es organisé pour tes backups sur place? Puis ça a représenté quoi en termes de volume? J'étais super méthodique avec mon backup. On sortait avec le Zodiac le matin, on sortait avec le Zodiac en après-midi. Puis, fait que le matin, je sortais, je prenais mes photos, je revenais sur le bateau, j'allais dans ma cabine, je mettais toutes mes photos sur mon disque dur que j'ai avec moi en ce moment, mais il serrait dans mon sac. Mais c'est ça, fait que je prenais mes photos sur mon disque dur et dans mon ordinateur aussi. Non, ce que j'avais 2 disques durs, fait que 2 backups. Le matin, l'après-midi, on ressortait, je refaisais mes backups avant de me coucher, comme ça à chaque jour. Puis, en arrivant chez moi, j'ai mis mes 2 disques durs sur mon gros disque dur de maison que je ne voyage pas avec. Fait que, dans le fond, j'ai 3 backups en ce moment de mes photos en Antarctique. Je vais regarder aussi de mon bord. Il y a quelqu'un qui demandait c'était quoi la proportion de photos capturées entre le Zodiac et le bateau principal? Énorme la proportion. Je veux dire, en Zodiac, c'est 95% du temps. Puis sur le bateau, j'ai pris quelques photos. Ceux que je vous ai montrés au début du paysage, comme je vous dis, la première journée où je suis arrivée en Antarctique,
ça a été pris sur le bateau, mais en général, c'était vraiment sur le zodiaque. Puis ça rendrait les choses un petit peu compliquées aussi parce que ça va vite, il y a beaucoup de vagues. Des fois, il se mettait à neiger, des fois, il se mettait à pleuvoir. Donc, c'était un peu stressant avec l'équipement photo, mais je l'ai vraiment poussé à ses pleines capacités. Jamais l'eau a abîmé mon équipement. Mais c'est ça, vraiment sur le zodiaque ou sur le continent de l'Antarctique quand on descendait des zodiaques. On a une autre question aussi de Yancy Gauthier qui demande qu'est-ce qui t'a le plus étonné puis qu'est-ce qui t'a le plus surpris aussi là, dans cette expédition-là? Ce qui m'a le plus étonné, c'est à quel point l'Antarctique, c'est pur. C'est incroyable à quel point il n'y a aucun son. C'est magnifique. Les animaux n'ont pas peur de l'humain, malheureusement, parce qu'ils ne nous associent pas avec quelque chose de mauvais, vu que l'Antarctique, c'est super protégé. L'Antarctique aussi, ça n'appartient à aucun pays. C'est un traité qui s'appelle le IAATO, qui fait en sorte que tous les pays il y a eu un consensus pour protéger l'Antarctique. Donc, quand j'étais là-bas, je me rappelle que je pensais à Montréal, je pensais au building, je me disais, ça n'a pas de bon sens à quel point, en ce moment, ici, c'est comme sur une autre planète, c'est pur, c'est beau. Puis là, je pensais à la pollution, puis je pensais à tout ça, puis j'étais comme, mon Dieu, que quand on agit dans la vie de tous les jours, on oublie qu'il y a des belles endroits comme ça qui existent sur la planète, l'Arctique, l'Antarctique, que notre comportement, en fait, ont des conséquences sur ces endroits-là. Donc, je pense que c'est vraiment ça qui me... Tu sais, je m'intéressais déjà à l'environnement avant de partir, mais en allant en Antarctique, j'ai vraiment eu un autre déclic dans mon cerveau, de voir un endroit aussi incroyable. Quand tu reviens après ça, par exemple, au Québec, bien, tu changes la manière de voir les choses, ça, c'est sûr. Est-ce que tu as vu un petit peu le phénomène justement de fonte des glaces ou est-ce que tu as aperçu à certains endroits? Non, c'est ça. La fonte des glaces, tu ne peux pas vraiment le voir. Ça se passe sur tellement un gros laps de temps que tu peux pas, tu sais, à part voir des morceaux de glacier tomber, tu peux pas vraiment voir autre chose, mais aussi les glaciers qui tombent, c'est naturel en même temps. Fait que le changement climatique, c'est dur à photographier. Tu sais, je voulais photographier le changement climatique, mais c'est pas concret. Tu sais, je veux dire, j'ai pas pu photographier un iceberg qui tombe. J'aurais aimé ça, mais j'en ai pas vu. Donc, on a François Leduc qui demande, écoute, pour la suite des choses, dans le fond, après l'Antarctique, ça serait quoi? C'est quoi ton prochain projet futur, que ce soit un voyage ou autre? Bon, on s'entend que ça sera peut-être pas cette année. Ouais. C'est sûr que j'ai pas de projet en ce moment avec tout ce qui se passe avec la crise qu'on vit. J'ai pas de projets qui sont sûrs dans le béton. Mais je dirais que je me suis pas mise la tête sur aucun projet en ce moment. Je fais juste, je travaille sur l'Antarctique, puis je garde des options dans ma tête, mais c'est pas concret, je dirais. Mais je veux explorer le Québec. Je pense que c'est ça que, prochaine année, c'est ça qui va arriver. Aller voir le Québec plus davantage. Beaucoup de très bons commentaires sur tes photos, beaucoup de gens qui te remercient pour la présentation. Il y en a un qui m'a demandé combien il y avait de personnes par zodiaque. Ça dépendait, environ 5 personnes par zodiaque. OK, quand même assez cool. On ne cool. descendait pas tous en même temps non plus, parce que sur l'Antarctique, il y a une règle où est-ce que tu ne peux pas avoir plus de 200 personnes, je ne me trompe pas, en même temps, sorties d'un bateau, pour vraiment garder le continent le plus propre possible. Donc, pendant qu'il y en avait qui étaient sur un zodiaque, les autres étaient sur le continent. Puis après ça, on switchait. Donc, tu allais sur le continent et les autres rentraient sur les zodiacs pour vraiment garder le tout le plus équilibré possible. Puis aussi, avec les animaux, c'est super important. C'était extrêmement strict de rester très loin des pingouins, 2 mètres minimum. La seule manière où tu pouvais avoir un pingouin de proche, c'est s'il s'approche de toi par lui-même, mais sinon, vraiment super interdit de s'approcher des animaux. Donc, écoutez, Pierre, toi, est-ce que tu avais d'autres questions de ton côté ou je te laisse le mot de la fin, je pense que... Ben, merci à tous d'avoir participé. C'était une belle expérience. Merci beaucoup à Cam. Tu as vraiment fait c'était la première fois, je pense, que tu faisais un webinaire comme ça. Hein? Ouais. Franchement, non, mais tu as fait ça comme une experte. Là. On dirait que tu en avais fait déjà plusieurs. Bravo. Je suis contente. Je suis un peu stressée. Je ne sais pas si ça a paru, mais je suis contente. Puis j'espère qu'il va en avoir d'autres à suivre. C'est sûr qu'il va en avoir au primaire. Ça va être pas le même type de conférence. Je vais plus aborder les enjeux environnementaux. Puis ça va être avec les petits. Donc, c'est pas pareil, mais c'est cool de pouvoir parler de photos avec des gens qui sont intéressés comme moi. Merci encore. Merci à Agostin pour la plateforme puis pour
la présentation sur Facebook. Merci aux participants. J'espère que vous avez apprécié. C'était le fun d'être là avec vous autres aujourd'hui. Merci Pierre. Merci à Marie-Pierre aussi qui était sur le chat Facebook et qui essaie de répondre le plus possible à tous les commentaires des gens. Merci Cam, c'était vraiment super intéressant. Écoute, tes photos sont vraiment magnifiques. Merci. Je sais, bon, tu as mentionné tout à l'heure que tu allais être sur ton compte Instagram là, pour peut-être montrer un avant-après d'une photo. Oui, donc on vous invite à aller sur le compte de Cam sur Instagram, donc Cam Vachon. Puis on vous dit à bientôt. Donc, à la semaine prochaine, on a un autre webinaire, mais cette fois-ci, comme à l'habitude, ça va être le mardi midi. Donc, mardi prochain, de midi à 13h, avec Zara Maude. Donc, on vous dit, on se voit mardi. Sinon, d'ici là, on a des cours en ligne aussi. Si vous n'êtes pas abonné à l'Infolette, abonnez-vous à l'Infolette de Gosselin pour avoir toutes les dernières nouvelles là, sur les cours qui sont ajoutés, les prochaines conférences gratuites à venir aussi. Puis, merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui. Merci beaucoup. On se revoit très bientôt. Merci Cam, merci Pierre. Bye tout le monde. Bye, merci beaucoup. Bye bye.